Bienvenue sur Esprit Profond, la chaîne où l'on explore les recoins souvent oubliés de la psychologie humaine à travers les pensées des plus grands esprits de notre temps et d'hier. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un sujet à la fois délicat, dérangeant, mais essentiel. L'immaturité psychologique féminine à travers les théories puissantes et souvent méconnues de Carl Jung. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un jugement, c'est une quête de lucidité, une plongée dans les mécanismes invisibles qui influencent les comportements, les relations et parfois même le destin. Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Alors, pourquoi certaines femmes répètent-elles les mêmes schémas relationnels? D'où vient ce besoin constant d'approbation, d'attention, de fusion? Et si derrière cette fragilité apparente se cachait une force inexplorée, une part de soi encore endormie? Mais attention, il ne s'agit pas d'une critique, encore moins d'une condamnation. Il s'agit d'un voyage vers la compréhension de soi, vers la vérité souvent cachée derrière certains comportements émotionnels, relationnels ou affectifs. Et si ce que nous appelons immaturité n'était que l'écho d'une blessure non écoutée? Prépare-toi à une introspection puissante, car ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien changer ta façon de te comprendre, ou de comprendre les autres. Le syndrome de la princesse, l'illusion du sauveur, le conte de fées n'a jamais quitté certaines consciences. Pas celui qu'on lit aux enfants, mais celui qui s'imprime discrètement dans les attentes inconscientes d'adultes. Celui où la femme fragile attend un homme fort, le héros qui viendra la libérer, la comprendre sans qu'elle ait besoin de parler, la réparer sans qu'elle n'ait à se regarder. Carl Jung fut l'un des premiers à identifier cette structure comme un archétype collectif, le mythe du sauveur. Selon lui, c'est l'une des expressions les plus subtiles et les plus dangereuses de l'immaturité psychologique féminine. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais dans ce rêve, l'éveil n'a pas de place, car il est plus simple de projeter sur l'autre ce que l'on refuse de développer en soi. La sécurité, le calme, la confiance, l'amour, la solidité. On attend, on espère, on idéalise, et l'on construit dans son esprit un homme imaginaire, une figure floue entre le père rêvé, l'amant parfait et le thérapeute silencieux. On pense qu'il viendra, on croit qu'il comprendra, et on se blesse encore et encore à chaque déception, comme si l'échec venait du monde et non de l'illusion entretenue. Mais que dit ce besoin d'être sauvé? Il dit qu'au fond, on ne se croit pas capable d'affronter seul le poids de sa propre histoire. Jung parlait d'individuation, ce processus par lequel l'individu devient complet par lui-même, en intégrant ses zones d'ombre, en prenant conscience de ses projections, en cessant d'attendre de l'autre ce qui manque à l'intérieur. Le syndrome de la princesse, au contraire, empêche ce processus. Il maintient dans un état de stagnation affective, où l'on ne cherche pas à évoluer, mais à être comblé. Plus une femme idéalise, plus elle se dissout dans l'attente. Ce n'est pas une faute, c'est un conditionnement. Depuis l'enfance, dans les livres, les films, les discours familiaux, on a appris aux petites filles à rêver d'être choisies, sauvées, aimées. Pas à se choisir elles-mêmes. Et aujourd'hui encore, certaines femmes adultes s'enferment dans une passivité masquée par la souffrance. Je tombe toujours sur les mauvais, je ne suis jamais assez aimée, je mérite mieux. Mais la vraie question, c'est: mérites-tu vraiment de continuer à attendre? Parce qu'attendre, c'est fuir. Et fuir, c'est refuser d'habiter pleinement son propre territoire psychique. L'analyse de Jung va plus loin. Le besoin d'un sauveur n'est pas seulement affectif. Il est spirituel, identitaire, symbolique. On ne cherche pas qu'un partenaire. On cherche un sens, une cohérence, un reflet parfait de ce qu'on aimerait être. Et donc, ce sauveur devient un écran, un miroir inversé. On projette sur lui la totalité qu'on n'a pas osé devenir.
Mais cette projection a un prix. On s'attache à des fantômes. On se met en colère contre des hommes qui n'ont jamais promis d'être des dieux. On détruit des relations qui n'ont jamais eu la moindre chance d'être équilibrées. Et pendant ce temps-là, on oublie de se regarder. T'attends-tu encore à ce qu'un autre te donne ce que tu refuses de te donner à toi-même? Pose-toi cette question, sans défense, sans justification. Parce que tant que tu attends un sauveur, tu refuses de devenir la protagoniste de ton propre récit intérieur. L'ombre féminine, la part rejetée, il y a une partie de toi que tu ne montres jamais. Pas parce qu'elle est honteuse, mais parce qu'elle dérange. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle ne colle pas à l'image que tu veux projeter. C'est cette part silencieuse que tu refoules, que tu contrôles, que tu maquilles de douceur, de charme, de sagesse. C'est ton ombre. Carl Jung appelait ainsi l'ensemble des aspects de soi qu'on rejette, qu'on nie, qu'on enfouit au plus profond. Et chez certaines femmes en situation d'immaturité affective, cette ombre n'est pas éteinte. Elle est vivante, mais étouffée. Elle bouillonne derrière un sourire bien tenu. Elle hurle dans le silence d'un regard trop calme. Elle s'exprime en douce. Parfois, elle prend la forme de jalousie, même quand il n'y a aucune menace réelle. Parfois, elle devient manipulation émotionnelle. On punit par le silence, on contrôle par la fragilité affichée, on teste par la distance. D'autres fois encore, c'est une quête invisible de pouvoir, une tentative de domination relationnelle dissimulée sous la peur de l'abandon. On devient ce qu'on combat si on refuse de le voir en soi. Et si la douceur n'était pas toujours authentique? Et si derrière l'obsession du contrôle se cachait une blessure plus ancienne, plus intime, qu'aucune relation ne pourra jamais vraiment réparer? L'ombre n'est pas un monstre. Elle est un miroir inversé. Elle te montre ce que tu refuses de regarder. Plus tu la fuis, plus elle prend de l'ampleur. Plus tu fais semblant, plus elle devient agressive. Plus tu veux être la femme idéale, plus elle te fait exploser à l'intérieur. Le paradoxe, c'est que plus une femme veut paraître en paix, plus elle risque de devenir la prisonnière de ses émotions non digérées. Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt, il s'agit de regarder en face. Qui est cette femme que tu ne veux pas voir? Celle qui est en colère? Celle qui juge? Celle qui veut dominer, contrôler, posséder? Celle qui envie? Celle qui se compare sans cesse? Tu crois peut-être qu'en niant son existence, tu la fais disparaître, mais elle est toujours là. Elle agit dans l'ombre. Elle décide pour toi. C'est elle qui sabote tes relations. C'est elle qui déclenche tes réactions disproportionnées. C'est elle qui murmure que tu n'es jamais assez. L'immaturité n'est pas une faiblesse. Elle est souvent le symptôme d'une mécanique de défense face à une réalité émotionnelle trop intense à contenir. Personne ne t'a appris à habiter cette part obscure. On t'a appris à être gentille, à plaire, à ne pas faire de vagues, à ne pas être trop. Mais tu ne peux pas te construire avec la moitié de toi-même. Tant que tu refuses de reconnaître cette ombre, elle t'utilise. Elle devient ta marionnettiste silencieuse, celle qui tire les ficelles de tes insécurités, de tes colères étouffées, de tes ruptures répétées. Alors, que fuis-tu exactement en prétendant que tout va bien? Est-ce la peur d'être vue dans ta vérité? La peur qu'on ne t'aime plus une fois le masque tombé? Ou la peur, plus profonde encore, de ne pas savoir qui tu es sans ce masque? L'ombre est la vérité que l'on ne veut pas voir. Elle est la part de nous qui connaît notre véritable histoire. Et si tu osais l'écouter? Et si tu t'autorisais à la ressentir, à la comprendre, à la transformer? Peut-être que l'ombre n'est pas ton ennemi. Peut-être qu'elle est ta seule chance de devenir entière. L'illusion de l'indépendance. Je suis une femme forte. Je n'ai besoin de personne. Cette phrase, répétée comme un mantra, est devenue un étendard de notre époque. Mais est-ce une vérité ou un camouflage émotionnel soigneusement construit? Carl Jung
aurait probablement esquissé un sourire face à cette déclaration. Pas de moquerie, pas de mépris, juste une lucidité tranquille. Parce que ce que l'on crie le plus fort est souvent ce que l'on tente désespérément de se prouver à soi-même. Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Là où on voit de l'indépendance, il y a parfois de l'hypervigilance émotionnelle. Là où on croit voir de la force, se cache souvent la peur d'être vu fragile, vulnérable, atteignable. Ce que l'on appelle parfois maturité n'est que le vernis élégant d'un refus de dépendance affective. Et dans cette posture, l'immaturité se fait discrète. Elle ne hurle pas, elle ne pleure pas, elle claque des talons, prend le contrôle, impose le silence et prétend que tout va bien. Mais si tu étais vraiment forte, aurais-tu besoin de le répéter autant ? L'immaturité n'a pas toujours les traits de la naïveté ou de l'excès émotionnel. Parfois, elle s'habille en costume d'acier. Elle se fond dans le discours du « je me suffis à moi-même ». Et cette posture, aussi séduisante soit-elle, trahit souvent une blessure non digérée, celle de l'abandon, de la trahison ou du rejet. Alors, plutôt que de revivre cela, on choisit d'être inatteignable. Mais cette inaccessibilité émotionnelle est-elle une victoire ou une solitude camouflée ? Le paradoxe, c'est que plus on veut prouver qu'on a besoin de personne, plus on se coupe de ce qu'on désire vraiment, l'intimité, la réciprocité, la confiance. Pas parce qu'on n'en veut pas, mais parce que la peur de la dépendance est plus forte que le désir de connexion. Tu dis que tu es indépendante. Très bien. Mais quand on te critique, tu te fermes. Quand on ne t'écrit pas, tu fais semblant que ça ne t'atteint pas. Quand on t'abandonne, tu dis que tu l'avais vu venir. Est-ce là le signe d'une force tranquille ou d'une stratégie de protection ultra réactive ? L'ego fort ne parle pas fort. Jung aurait dit que cette façade rigide, cette posture défensive, est le signe que l'individuation est inachevée. On croit s'être libéré des autres, alors qu'on est simplement en guerre contre ses propres manques. Car l'indépendance véritable ne rejette pas, elle accueille. Elle ne nie pas le besoin, elle l'intègre. Elle n'a pas peur d'aimer, d'échouer, de tomber, parce qu'elle sait qu'elle peut se relever. Et c'est là toute la différence. La fausse indépendance dit « je n'ai besoin de personne ». La vraie indépendance dit « je choisis qui j'invite dans ma vie, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que j'ai envie de partager ce que je suis ». C'est subtil, mais fondamental. Pourquoi vouloir prouver qu'on est forte si on l'était vraiment ? Tu n'as rien à prouver, mais tu continues de le faire. Pourquoi ? Est-ce pour les autres ? Ou pour cette version de toi que tu t'efforces de maintenir debout, même quand elle est épuisée ? L'illusion de l'indépendance est souvent le refuge de celles qui ont trop donné, trop attendu, trop espéré, et qui ont décidé de ne plus jamais dépendre de personne. Mais ce plus jamais devient une prison. Et dans cette cellule brillante et moderne, la femme forte pleure en silence. Grandir, c'est se désillusionner. Il y a des illusions auxquelles on s'accroche comme à des bouées. Celle de l'amour qui guérit tout, du regard de l'autre qui sauve, de cette image de soi que l'on veut parfaite, douce, forte, désirable, rassurante. Mais grandir, c'est apprendre à laisser couler ce qu'on croyait être la vérité. C'est accepter que la lumière n'existe que parce que l'ombre est là, que la maturité n'est pas un état final, mais un effondrement lent, doux, irréversible, de tout ce qui était mensonge. Jung appelait cela la désidentification. Ce moment étrange, souvent douloureux, où tu cesses de te confondre avec tes blessures, où tu enlèves les masques que tu as portés si longtemps que tu croyais qu'ils étaient ton visage. Tu te regardes, un jour, sans filtre, et tu te dis « ce n'est pas moi ». Ce sourire figé, cette force surjouée, ce besoin d'être aimé à tout prix, ce n'est pas toi. C'est juste la conséquence d'un passé mal digéré, d'un manque, d'un espoir, d'un vide que tu as tenté de remplir avec des rôles.
Nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. Il n'y a pas de maturité sans désillusion. Tu dois désapprendre ce que tu croyais sur l'amour. Ce n'est pas la fusion, ce n'est pas la réparation, ce n'est pas l'autre qui te complète. L'amour véritable est un espace d'acceptation mutuelle, pas un refuge contre toi-même. Tu dois aussi désapprendre ce que tu croyais sur toi. Tu n'as pas à être parfaite, pas à plaire à tout le monde, pas à être forte tout le temps. Il est étrange de dire que grandir, c'est perdre. Mais perdre, ici, signifie retrouver ta voix, ta respiration naturelle, ton rythme émotionnel. Pas celui que les autres attendent, pas celui que les réseaux encensent, pas celui que les blessures ont déformé, juste le tien. La femme qui grandit ne devient pas plus lisse, elle devient plus rugueuse, plus vraie. Elle pleure moins pour séduire, mais elle pleure mieux. Elle aime moins pour combler, mais elle aime plus profondément. Elle se tient droite, non pas pour impressionner, mais parce que ses racines intérieures l'y maintiennent. Grandir, c'est aussi se détacher de cette idéalisation de la reconnaissance immédiate. Tu ne vaux pas plus parce qu'on te regarde. Tu ne vaux pas moins quand on t'ignore. Ton existence n'est pas une performance. Tu n'es pas là pour produire de l'approbation. Et si la véritable maturité féminine, ce n'était pas de devenir parfaite, mais simplement authentique, pas d'être admirée, mais d'être entière. Être entière, c'est pouvoir dire « je ne sais pas ». C'est pouvoir rester seul sans s'effondrer. C'est pouvoir aimer sans se perdre. C'est pouvoir exister sans avoir besoin qu'on le valide. Alors peut-être que le chemin le plus spirituel est celui de la lucidité, de l'effacement des illusions, des attentes irréalistes, des rêves projetés sur les autres. Peut-être que devenir adulte, c'est apprendre à ne plus demander aux autres ce qu'on a le devoir de se donner soi-même, la paix intérieure, la tendresse, l'écoute. Et à ce stade, tu ne veux plus séduire, tu veux être comprise, tu ne veux plus briller, tu veux être vue dans ton ombre. Et si c'était ça, la vraie lumière? La métamorphose de l'être vers une intégration des contradictions. La transformation intérieure n'est jamais un passage linéaire. Elle se fait par éclats, par glissements, par moments d'extase et de doute. Ici, l'âme se délite et se recoude, se déconstruit et se recompose. C'est un ballet complexe où s'entrelacent nos blessures, nos forces, nos illusions et nos vérités. Au fil de ce chemin, nous avons exploré l'enfant intérieur blessé, le besoin d'un sauveur qui ne vient jamais, la puissance refoulée de l'ombre et l'illusion d'une indépendance farouche qui masque la peur de se dévoiler. Maintenant, dans cet espace mouvant, nous sommes invités à intégrer ces contradictions pour faire éclore une nouvelle forme de maturité. Imagine-toi comme une mosaïque vivante où chaque fragment, la douleur, la douceur, la rage, la tendresse, trouve sa place dans une œuvre en perpétuelle construction. Ce n'est pas un travail pour achever une œuvre parfaite, mais pour apprivoiser l'incomplétude qui fait ta beauté. La métamorphose n'est pas l'effacement de toutes les douleurs, mais la capacité à les porter avec grâce et lucidité. Chaque instant d'introspection devient une clé, ouvrant la porte sur une part encore inexplorée de toi-même. C'est en osant regarder en face ce que tu as longtemps refusé de voir, la fragilité, l'imperfection, la vulnérabilité, que tu peux entamer un processus d'intégration réelle. Plutôt que de rejeter ces facettes, tu apprends à les accueillir comme les ombres d'un tableau vivant, indispensable pour comprendre la lumière. La transformation se nourrit de paradoxes. Elle naît de ce que l'on croyait vouloir fuir, la dépendance, la douleur, la fragilité. En acceptant que ces éléments font partie de ton être, tu déposes le masque qui dissimule ta véritable force. Ce n'est pas la force de ne jamais tomber, mais la force de te relever encore et encore à chaque chute. L'intégration de nos dualités ne se fait pas en refusant de voir nos fractures, mais en apprenant à y apporter la lumière. Dans cet espace d'ouverture, tu te permets d'être entière.
Tu redéfinis la grandeur non pas dans l'immaculé ou l'invulnérable, mais dans l'authenticité de ton parcours. La femme qui grandit devient à la fois le sculpteur et l'argile, l'artiste de sa propre transformation. Chaque partie de ton passé, même la plus douloureuse, est une couleur indispensable au tableau de ton être. Si autrefois tu cherchais à combler le vide par l'approbation ou la validation extérieure, aujourd'hui tu te reconnectes à cette source intarissable qui est en toi. Ce processus de métamorphose te pousse à abandonner l'attente d'un sauveur, à refuser le confort illusoire d'une indépendance qui te coupe de toi-même. Il t'invite à t'ouvrir à la complexité et à la richesse de ta nature profonde. Tu découvres alors que grandir, c'est aussi apprendre à naviguer entre la lumière et l'ombre, à danser avec ces forces contraires qui composent ton identité. Le chemin n'est jamais terminé. Il est perpétuel. C'est la beauté d'un devenir sans cesse renouvelé, où chaque instant est une invitation à l'authenticité et à la sincérité. Les cicatrices d'hier se transforment en marques de sagesse. Chaque doute se change en enseignement. Ce parcours intérieur est une série de révélations silencieuses, de rencontres intimes avec tes propres contradictions, qui t'amènent à embrasser la totalité de ton être. Ici, l'amour-propre ne se mesure plus par une façade de perfection, mais par la capacité à accepter et à chérir chaque facette de ton vécu. Au-delà de l'illusion de la perfection, se trouve la vérité de l'authenticité. Tu apprends à te nourrir des paradoxes qui te composent, à te reconstruire en prenant soin de chaque fragment, aussi douloureux soit-il, pour en faire un ensemble harmonieux. Ce chemin n'est pas une quête pour tout effacer ou pour se conformer aux standards extérieurs, mais pour faire de ton existence un récit intime où l'ombre et la lumière cohabitent en une danse infinie. C'est dans cette métamorphose que se trouve la véritable grandeur, non pas celle d'un idéal statique, mais celle d'un être vivant en perpétuel devenir, capable de transformer ses contradictions en une force créatrice et bienveillante. L'éveil commence ici. Tu n'as peut-être pas choisi les blessures qui t'ont façonné, mais aujourd'hui, tu peux choisir ce que tu en fais. Tu peux continuer à vivre à travers les rôles que tu t'imposes, les masques que tu tiens à bout de bras, ou les illusions qui t'empêchent de respirer vraiment. Ou tu peux commencer, là, maintenant, à te rencontrer enfin. Pas pour devenir une version parfaite de toi-même, mais pour devenir toi, entière, sincère, libre. Le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Si ce voyage intérieur t'a parlé, touche quelque chose en toi, même en silence. Abonne-toi à Esprit Profond, car ici, on ne survole pas la surface. On plonge, on déconstruit, on éclaire ce qui était dans l'ombre, et on avance ensemble dans ce chemin vers plus de conscience, d'authenticité et de vérité. Active la cloche pour ne pas manquer les prochaines explorations de l'âme. Et dis-moi en commentaire, quelle partie de toi ressens-tu prête à guérir ? Quel masque es-tu prête à déposer ? Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, mais tu peux choisir de ne plus te fuir, et ce choix-là peut tout changer. À très bientôt sur Esprit Profond.